sans appel. À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver une fois de plus pour une autre super production de votre programme World Actu, concentré d'actualité internationale sur Info TV. 1h50 de réflexion sur l'état du monde. Un état du monde dans lequel on va se plonger pieds et poings liés. Nous irons d'abord du côté du Congo, Congo-Brazzaville, j'entends, avec cette présidentielle qui est annoncée de ce côté pour 2026. On va interroger les attelages. On va surtout s'interroger sur la candidature, celle probable, plus que probable, du président Denis Sassou Nguesso. Est-il le principal favori alors que l'opposition congolaise apparaît divisée, fragilisée, opportuniste et tant d'autres adjectifs péjoratifs? Est-ce que Sassou Nguesso est le principal favori pour cette élection? On en parlera en introduction de ce plateau, mais nous saurons parler du monde sans parler du Cameroun, le pays justement que nous prétendons connaître le mieux. On va aussi de ce côté-là évoquer la présidentielle avec les toutes dernières actualités qui sont parvenues à notre rédaction. On va surtout évoquer les tractations. Et oui, alliance, démission, rupture de banc, choc d'idées, contradictions, c'est ce qui meuble l'actualité politique au Cameroun ces derniers temps. On va donc ensemble interroger ce temps, celui des tractations. Vous êtes sur Info TV, vous êtes sur World Actu, mesdames, messieurs. Merci pour la confiance. On prend une transition, on revient tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Bienvenue sur le plateau de World Actu. Justement pour cette balade internationale, nous avons convié une crielle d'acteurs, qu'ils soient ceux politiques et même ceux de l'analyse. Ils sont sur ce plateau. Le tout premier que je porte à votre connaissance, chers messieurs, chères dames qui nous regardez de par le monde, c'est Saint-Éloi Bidoum. Il est homme politique, il est président d'une formation politique. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris part à vos émissions et je commençais à me poser des questions si je n'avais pas été à la hauteur. Bon, maintenant que je suis là et je croise des habitués du plateau, j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Merci Saint-Éloi, vous êtes présent, vous n'avez pas été mis de côté. Peut-être des contradictions en termes de calendrier n'ont pas permis que vous soyez plus régulier, mais
l'actualité politique va nous imposer d'être de façon plus régulière, ensemble, sur nos différentes plateformes. Merci, merci pour la présence. Je vais vers ma droite avec un habituel de ce plateau. Il est notre consultant stratégie et sécurité sur Info TV. Le docteur-colonel Didier Badjek, une fois de plus, répond présent à l'appel. Bienvenue, mon colonel. Bienvenue. Je dois dire que ça fait aussi un petit bout de temps. Mais on a comme l'impression que moins on se retrouve sur les plateaux, mieux on se porte. Au moment où la versatilité des plateaux est devenue une coqueluche. Donc je dis bonsoir comme ça à tous les copanélistes et puis dire bonsoir également aux téléspectateurs que je crois être nombreux pour suivre cette émission de haut vol. Merci, docteur. On vous sent revigoré, on vous sent plus j'avais pensé que c'est jeune, plus dynamique. On a l'impression que votre séjour hors des plateaux vous a donné une seconde énergie. Ça m'a permis d'analyser de loin et ça m'a permis d'avoir un peu peur pour mon pays et d'avoir honte sur certains comportements des gens qui n'ont plus peur même de leur propre conscience et de leur propre juge. On en parle, docteur Didier Badjek, en contenu, en déroulé d'émission. Merci pour la présence. Je poursuis l'exercice qui est celui de la présentation des panélistes avec un homme politique. Lui, c'est M. Yaya Bello. Il est sur ce plateau. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Merci beaucoup pour l'invitation. Je croyais que j'étais seul qui ne soit pas sur le plateau depuis un certain temps. Mais je vois que je ne suis pas le seul, donc ça me console. Bonsoir à mes valeureux co-discutants et surtout aux nombreux publics africains et du monde qui suivent cette émission très importante. Merci Yaya Bello. Je ne vais pas vous laisser ou alors reprendre la parole sans justement revenir sur votre actualité. Elle a inondé la toile au Cameroun. Il faut dire que vous nous avez réservé la primeur de votre première sortie en télévision après justement l'acte politique qui est le vôtre. Alors, quelle est votre actualité, cher Yaya Bello? Actualité politique, je veux dire. Oui, effectivement, j'ai quitté mon bord politique d'attache que vous connaissez d'habitude et j'ai adhéré à un autre. Oui. Voilà, donc je crois que c'est de ça qu'il est question. Donc, vous voyez, dans la vie d'un homme politique ou alors d'une formation politique, il y a toujours des mutations qui s'opèrent de temps à autre, suivant le contexte ou alors les besoins du moment. Vous savez qu'on entre en politique pour servir son pays. Donc, à un moment ou à un autre, il faut réajuster sa façon de faire pour s'adapter aux nouveaux défis qui s'imposent pour être à la hauteur des aspirations de nos populations. Donc, je crois que ce n'est que normal, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Pour le grand public, vous étiez un cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Quelle est la formation qui a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui? Je suis militant de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, que les Camerounais appellent beaucoup plus l'UNDP. Et j'ai adhéré hier et j'ai été installé aujourd'hui lors de la réunion du comité central par le président national. Alors, vous avez été installé aujourd'hui, nous l'apprenons de façon exclusive sur Info TV. Yaya Bello, désormais, portera la bannière et défendra l'idéologie de l'Union nationale pour la démocratie. Pour la démocratie, et la formation politique de justement Bello Bouba, du ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Alors, on ne peut que vous féliciter et peut-être dans le déroulé des échanges, on reviendra sur les postures qui sont les vôtres. C'est des lois, vous voulez absolument réagir? Juste un petit mot. Oui, en 30 secondes. Monsieur Sachiroma, en démissionnant du gouvernement, nous a fait savoir qu'il partait du gouvernement parce que le secrétaire général, ministre d'État, lui aura empêché de voir le président de la République. Donc, c'est une raison comme une autre. Alors, je serais curieux de savoir pourquoi mon jeune copanéliste, membre influent
Cadre du PCN. Du PCRN. Ex-cadre, désormais. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce le monument qui vous aura charmé pour aller là-bas? Ou alors, vraiment, vous avez fait la toile hier, il n'y en avait que pour vous. Hein. Et beaucoup de gens s'interrogent. On veut savoir. Alors, on ne va pas rentrer dans les tractations politiques inhérentes à la vie des acteurs politiques. Yaya Bello a évoqué des questions liées à justement la température et les opportunités qui s'offraient à lui. On va préférer pour l'instant s'en tenir à ça. Le déroulé de l'émission nous permettra de revenir sur X ou Y posture. C'est ce qu'on va retenir, cher Yaya Bello. J'espère que j'ai bien porté votre message sur le plateau. C'est exact, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal qu'à un moment ou à un autre, on réajuste sa stratégie, son déploiement sur la scène politique en fonction des données. Je crois qu'on dit souvent que toute politique est fille de son temps. Donc, tout choix est obéi également aux circonstances du moment. Donc moi je crois que c'est normal, il n'y a pas de souci. Et on va préciser pour sortir et très rapidement que vous revenez de façon express du congrès de l'UNDP qui se tenait il y a à peine quelques minutes où justement il y a eu un véritable séisme politique au Cameroun. Votre désormais leader, le ministre d'État Bello Maïgari, est candidat à l'élection présidentielle, selon ce qu'il en découle de ce congrès. C'est exact. Il faut déjà dire que ce n'est pas un congrès. C'est parce que dans les organisations politiques, notamment les partis politiques, chaque instance a comment dire, des fonctions, des attributs, en fait, des attributions. Donc le congrès a ses attributions, le bureau politique par exemple. Donc là, il était question, en fait, c'était une réunion du comité central du parti, élargie aux fédérations et au bureau politique. Donc, c'est ces instances qui ont demandé au président national, le ministre d'État, l'homme d'État Bello Maïgari, de se présenter à l'élection présidentielle eu égard aux défis actuels. Et maintenant, c'est ces organes-là qui sont compétents, en tout cas le comité central qui est compétent pour investir dans le président national, enfin, tout candidat, et c'est lui qui a été porté comme choix, et cela a été fait. Donc, je vous confirme que le ministre d'État Bello Maïgari est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Alors, docteur Badjek, on prend à chaud votre réaction. Oui, mais c'est-à-dire que dans ce pays, quand on va commencer à écouter les spécialistes, les experts, en stratégie politique, on aura plus de considération et même les partis politiques auront plus d'arguments pour se préparer. Ça, c'était un contour qui était définissable. Moi, j'ai fait un tour au nord il y a 3 semaines. Je savais déjà comment est-ce que ça allait se passer. Je savais qui allait démissionner. Je savais que le président Bello allait se représenter. Et j'avais exactement le kaléidoscope sociopolitique du Nord, que j'ai même traduit sur des monitorings d'analyse politique. Aujourd'hui, il faudrait savoir vivre avec notre temps, avec des marqueurs, des examens de marqueurs qui peuvent nous permettre d'avoir une analyse concrète des futuribles politiques. Mais comme aujourd'hui, le politique fait tout en réalité. Il lit l'avenir, il est futurologue et il ne veut pas écouter ceux qui ont étudié la science politique. Eh bien, on en arrive là. Et puis, je dois dire que il est autorisé à chaque Camerounais de pouvoir faire ce qu'il veut et qu'il faudrait tout simplement admirer que peut-être que la scène politique aujourd'hui va être un peu plus panachée et qu'on aura peut-être une diversité d'idées. On reviendra prendre votre avis dans le déroulé de ce programme. Ne vous inquiétez pas. On va évoquer la scène et l'estrade politique au Cameroun. Justement, je l'ai dit dans le déroulé. Le temps de dire aussi bonsoir et bienvenue au docteur Jean-Moïse Mbo, qui lui aussi nous retrouve sur cette estrade. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui sont surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Nous autres ne sommes pas surpris parce qu'on en a souvent parlé. Je chahutais mon ami Bello en off en disant que bon, je me plaignais du fait qu'on ne t'utilise pas comme il se doit dans ton ancien parti.
Donc qu'il soit parti aujourd'hui, ça ne me surprend pas parce qu'en fait la politique n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une organisation, une planification et comme le colonel disait, il y a la prospective dedans, mais avec les acteurs indiqués. Oui. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas parce que j'ai la signature que ça signifie que je maîtrise tout. C'est un peu le problème qu'on a. Donc nous sommes à un tournant aujourd'hui au Cameroun où les uns et les autres doivent apprendre à vivre ensemble. On a dépassé le niveau du manger ensemble, mais c'est de collaborer ensemble en respectant le savoir, les capacités, le potentiel des autres. Ce n'est que comme ça qu'on parviendra à sortir de ce tournant qui pour moi est très intéressant. Nous sommes en plein dans les états généraux de la démocratie au Cameroun. Ça, je l'ai dit et je continue de le dire. Dans le déroulé, certainement, on en parlera. On en parlera de long en large, assurez-vous. Je vais donc sortir en saluant le PDG de cette merveilleuse maison et lui dire que je continue d'attendre ma bouteille de vin. C'est mon père, mais il m'a promis quelque chose. Merci Jean-Moïse Mbok pour la présence. Le temps pour moi de prendre une brève transition et on vous revient tout de suite après pour évoquer la présidentielle. Tout d'abord, du côté du Congo-Brazzaville. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu. Nous débutons cette balade internationale avec un arrêt important du côté de Brazzaville. Et oui, l'élection présidentielle de ce côté se profile aussi à l'horizon 2026. Ce sera le cas. Et pour ce qui est de cette élection, on va interroger un acteur, que dis-je, l'acteur principal de la scène politique au Congo de ces 30-40 dernières années. On parle ici de Denis Sassou Nguesso. Je vais commencer par vous, Yaya Bello, le politique. Alors, ceux qui connaissent bien le Congo se réfèrent justement au président Denis Sassou Nguesso. Vous, en tant que politique de la nouvelle génération, quel est justement le regard que vous portez à ceux-là qui ont, comme le président Sassou, une certaine expérience dans la gestion des affaires, notamment du côté du Congo-Brazzaville, où il est pratiquement depuis 30-40 ans? Oui, en tant que jeune, je crois que c'est le genre de leader qu'il faut apprécier parce que il ne sort pas de nulle part. Oui. Vous parlez de M. Sassou Nguesso, alors il a une histoire bien étouffée. Vous vous souvenez, il militait
à l'époque, il y avait un parti d'inspiration marxiste. Tout à fait. Au Congo, il y était. Vous savez qu'à l'époque, on était en pleine période de la guerre froide. Donc, ce n'était pas évident dans un pays qualifié de giron français, qui est des partis qui ont des courants de pensée d'inspiration marxiste. Donc, ce n'était pas facile. Il a fait, bon, maintenant il a fait le parcours, la démocratie, avec le vent de l'Est, oui. Et passé aussi de ce côté. Ils ont essayé un exercice démocratique qui a eu quand même qui a connu des difficultés, il faut le dire, parce que vous savez qu'après lui, Pascal Lissouba, oui. Il était arrivé au pouvoir et puis il est parti d'une façon... Dans des conditions chaotiques. Voilà, chaotique, et qui a favorisé le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, je crois que c'était en 1997. Mais à partir de là, le processus démocratique a repris son chemin, et on sait qu'une démocratie, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Tout à fait. Donc, si les Congolais ont toujours voté M. Sassou Nguesso, ils l'ont choisi, ils l'ont accepté comme leur leader, leur président, je crois que c'est tout à fait normal qu'il justifie sa présence encore à la tête de ce pays jusqu'à ce jour. Maintenant, la démocratie suppose aussi la respiration, l'aération. C'est pourquoi il faut organiser les élections régulièrement. Je crois que chez eux, le mandat présidentiel, c'est 5 ans. 5 ans, voilà, oui. 5 ans, donc l'année prochaine, en 2026, il retournera vers le peuple, aller encore renouveler le bail, si on peut le dire ainsi. Donc, moi, je crois que M. Denis Sassou Nguesso, c'est un leader stable, un leader... C'est bien de le dire, dans une Afrique parfois sous tourmente, un leader stable. Un leader stable. On peut se projeter avec ce type de leader. Effectivement, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu des violations, de menaces aux libertés individuelles et collectives de ce côté. Donc je crois que le train démocratique roule bien de ce côté. Espérons que en 2026, ça sera la même chose. Il va se présenter et que le peuple va choisir, va faire son choix. Mais maintenant, au niveau africain, parce oui. qu'il faut aussi le dire, Denis Sassou Nguesso n'est pas qu'un leader au niveau national. Au niveau africain, il a également joué un rôle important. D'ailleurs, je me souviens, une fois, il était, je crois, à l'investiture, si je ne me trompe pas, du président actuel de la Côte d'Ivoire. Oui. Il l'appelait empereur. Non, je crois que c'était l'ancien président guinéen qui l'appelait empereur. Une façon de dire que ce monsieur, il dit les choses telles qu'il les pense. Qu'il les pense, et puis il a du caractère, il est un leader imposant. Donc moi je crois que c'est une bonne expérience démocratique qui continue comme ça, parce que l'Afrique aussi a besoin de ce genre de gouvernance où les élections, parce qu'ailleurs les élections capotent souvent. C'est-à-dire oui. Quand on organise les élections, c'est toujours les moments compliqués, on se pose la question, est-ce qu'on va survivre, alors que normalement, dans une démocratie, l'élection, c'est normal. Donc, j'espère que ça va se bien passer de ce côté pour que le Congo reste un des pays phares de l'Afrique centrale après 2026. Merci Yaya Bello, je l'ai dit, vous êtes homme politique, vous avez donné la vision qui est la vôtre quant au leadership du président Denis Sassou Nguesso. Alors, Dr Badjek, dans une Afrique, je l'ai dit aussi, en tourmente, une Afrique où parfois on arrive, à peine on a eu le temps de s'asseoir, à peine on est débarqué. Denis Sassou Nguesso qui, justement, Yaya Bello le disait, va se représenter devant le peuple congolais en 2026. Est-ce que vous pensez qu'il serait opportun pour justement les Congolais de poursuivre avec ces leaders-là, ou alors, comme c'est le cas dans la sous-région, comme c'est le cas en Afrique, le vent du changement pourra emporter, ou alors pourrait emporter Denis Sassou Nguesso dans son pays? Bien, notre co-panéliste a dit quelque chose qui était important, c'est que c'est le peuple qui décide. Mais si le peuple décide qu'il va renouveler le bail de Denis Sassou Nguesso, il va le faire. Vous savez, le Congo, c'est un pays que je connais, je vais vous surprendre. C'est presque mon pays natal parce que j'y ai grandi entre 6 et 12 ans. Vous nous faites une révélation là, docteur? Oui, j'ai été à l'école Jean-Félix Tchikaya. Oui. J'ai vécu la transition entre, enfin, le coup de force entre Massamba Deba et c'était Mayen Gwabi. Oui, oui, Mayen Gwabi. J'étais à Pointe-Noire, mon père travaillait à la Comilogue. Bien tous les
tout le circuit de la Comilog, passant par Mbinda, Mosendio, Makabana, Dolizi. Vous êtes dans le cœur du Congo, là. Dans le cœur du Congo. Et chaque fois, j'aime à le partager avec mes étudiants congolais de l'EIFOS que j'ai dit, mais écoutez, nous sommes des frères. Oui. Je chantais même parfaitement l'hymne du Congo qui était les trois glorieuses. Voilà. Et voilà quoi, on a vécu ce moment-là. On a vécu même le basculement dans le marxisme avec Mayen Gwabi. Oui. On allait à l'école Jean-Félix Sikaya où chaque matin il fallait dire tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et vous voyez, ça me rappelle quand même, j'ai mes souvenirs au Congo. Maintenant, c'est un pays qui a sensiblement les mêmes cultures que nous. C'est un pays extrêmement sentimental. Et je pense que Denis Sassou Nguesso, jusqu'aujourd'hui, a cette capacité d'être proche de cette sentimentalité de son peuple. Et c'est peut-être ce qui peut jouer en sa faveur, peut-être très écouté, et que la sagesse aussi pourrait venir avec l'âge. Alors, au niveau stratégique, le président Sassou, il faut le dire, a été parfois cuit. Quand je dis cuit, c'est de façon assez difficile dans de nombreuses affaires. On a évoqué les biens mal acquis. Son nom a été cité dans les affaires Elf. Et à chaque fois, le sphinx, Denis Sassou Nguesso, est parvenu à renaître de ses cendres en justement s'appuyant sur son peuple. Moi, je pense, voilà, c'est ça. Je disais qu'il y avait un lien sentimental qui existait. C'est peut-être l'homme qui, par son phénotype, donne de l'attirance, qui ne se concrétise pas des liens forts. Mais également, moi, ce que je pourrais souhaiter, c'est que le peuple décide vraiment s'il devrait rester, s'il devrait renouveler. Et lui-même, il est encore indécis. Oui. Je ne pense pas. Bon, c'est vrai que si jamais on fait un peu de lecture stratégique, on sait que les conditions sont réunies pour qu'il le renouvelle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le choc que je pourrais recevoir ou que je ne voudrais pas envisager, c'est celui qui est de l'interférence dans les élections du Congo. Oui. Et que l'influence au niveau de l'Afrique, au niveau est devenue extrêmement exaspérant. Et de tous les côtés, hein, parce que ce sont toutes les puissances qui s'y mettent. Généralement, on voit une puissance que je ne vais pas citer ici, mais tout le monde se rapproche et pour venir décider de l'avenir des dirigeants africains, de la politique africaine, alors que c'est une mesure qui revient strictement au peuple de chaque pays. Donc moi, c'est la crainte que je voudrais avoir. Je souhaiterais pour ce pays des élections qui soient transparentes, qu'il y ait de la sérénité, et que le peuple décide effectivement. Merci, Dr Badjek, que le peuple décide, Saint-Éloi Bidon. C'est vrai qu'à l'échelon international, le président Sassou a souvent connu quelques difficultés. On se souvient de son avion qui avait été empêché d'atterrir, je crois, du côté de l'Hexagone, alors qu'il se rendait en Russie. Il a souvent eu à prendre des positions assez iconoclastes qui, justement, ne lui ont pas toujours valu l'assentiment de ses partenaires d'hier. Vous savez, la première idée qui me vient en tête quand on parle du président Sassou, c'est que c'est un putschiste. Mais un putschiste qui a su arborer la camisole de la démocratie, de la volonté du peuple, en associant le peuple à l'exercice du pouvoir et par des consultations régulières. Et vous voyez aujourd'hui, ça fait 40 ans, c'est comme si c'était hier que le président Sassou devenait président. Ceux qui sont passés par le même moyen que lui pour arriver au pouvoir, vous leur connaissez, des frasques et des noms qui rappellent des tristes souvenirs. C'est vrai. Je vais parler de Zongo par exemple. Tout à fait. Vous savez où ça se situe. Donc le président Sassou Nguesso, j'ai dit que peu importe la manière dont on est arrivé, mais la manière de se maintenir en alliance avec le peuple, ça c'est quelque chose. C'est vrai, pour l'acteur politique que vous êtes, Saint-Éloi Bidon, il y a cette connexion jamais coupée avec le peuple. On a l'impression, lorsqu'on observe le président Sassou, qu'il est là sans être là. On sait au Congo qu'il y a Sassou, point. On ne s'imagine pas qu'il y ait même quelqu'un d'autre dans ce pays. Qu'est-ce qui pourrait justement amener à capter ainsi justement toutes les attentions d'une nation lorsque l'on sait que l'Afrique dont on parle,
chaque jour sur cette antenne est en ébullition. Sassou Nguesso, lui, semble tranquille. Comme un fleuve tranquille, il n'y a pas de bruit de ce côté. Vous savez, il y a un lien très affectif entre Sassou et les Congolais. Comme le même lien affectif dont a bénéficié le président Biya. On l'appelait Popol, on l'appelait bébé hollandais, ils étaient mignons, ils auraient pu être des mannequins chez des grands couturiers. Ce sont eux qui ont mis à la mode les vestes croisées. Et ça, c'est du Sassou. Et vous voyez, un peuple aussi vivant et aussi viveur que le peuple congolais, on n'oublie pas. Mais moi, je dis qu'il a réussi sa transition et il n'a jamais été tendre vis-à-vis de... quand j'ai écouté le président Ouattara hier, je voyais un peu du Sassou quand on a immobilisé son avion. C'est-à-dire qu'il a dit la vérité aux gens. Ça a été un moment difficile pour beaucoup d'Africains. Donc, c'est des choses qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne peut plus tolérer. Et quand un leader comme Sassou se lève pour dire stop, il faut mettre un terme à ce genre de comportement, on n'est pas à la chasse gardée de quelqu'un. Je crois que c'est salutaire. Bon, il a peut-être joué comme d'autres ont essayé. Les rumeurs couraient sur son fils, l'éventualité de laisser son fils prendre. Mais je dis que tout est dans la stratégie. Je suis sûr que si le président Sassou, comme disait le colonel tout à l'heure, il est là, on ne sait même pas qu'il est là. Mais rien ne lui échappe. Il est en phase avec le peuple. Et en octobre, en 2026, oui. Le peuple n'aura qu'à aller concrétiser ce mandat. Merci Saint-Éloi Abidou. On retient en phase avec son peuple. Le président Sassou, Jean-Moïse Mbok, a aussi mis en scène quelques jeunes. On parle ici du ministre de l'assainissement et du développement local, conseiller politique Justin Désiré Mundele, qui est un des bras manœuvriers, un des bras du terrain du président Sassou et qui essaye justement de faire rayonner une capitale comme Brazzaville. Vous faites bien de saluer le ministre parce que justement, vous le disiez tout à l'heure, on a parfois l'impression qu'il n'y a personne d'autre au Congo, mais effectivement, en fait, on a des jeunes comme celui-là qui sont des acteurs majeurs sur le terrain du président. Moi, j'ai envie de voir le président Sassou Nguesso sur deux prises. Oui. Travail à l'intérieur et travail à l'extérieur. Vous savez, les autres l'ont dit déjà et j'adhère complètement, c'est le monsieur qui a su justement enlever le treillis pour porter le costume. Et il a porté le costume de la plus belle des manières. Son costume croisé, c'est bien la démocratie, c'est bien l'ouverture, c'est bien le changement avec les autres. On ne va pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est un pays où on a l'impression que les choses sont gérées de manière tempérée, de manière posée, de manière calme, parce que c'est un pays qui a quand même une grosse opposition, hein. Je rappelle qu'en 2026, vous avez le rassemblement des forces de changement qui se met ensemble, qui compte à son sein pratiquement 8 partis d'opposition qui vont se mettre ensemble pour affronter le président Sassou. Parce qu'en interne, l'homme a réussi pas à museler l'opposition, mais à être plus proche des populations que contester l'opposition. Oui. Et ça fait toute la différence. C'est un monsieur qui, quand vous le voyez avec la population, c'est le bain de foule, il va vers ses populations, il est constamment au village, en train de rencontrer les autorités traditionnelles et en train d'échanger avec vraiment la base du pays pour pouvoir apporter des changements qui sont concrets. Donc il a une politique interne qui marche et on espère que le Congolais lambda bénéficie de cette politique interne. Moi, je veux voir plutôt l'homme, et là c'est la deuxième partie, en externe. Une communauté comme la CEMAC ne peut se construire qu'avec des hommes de poigne. Tout à fait. Des hommes de poids. Je crois que le président Sassou en est un. Très bien. Vous avez donc le président Biya, vous avez le président Sassou, et l'autre président de la Guinée équatoriale qui est encore plus réservé, un peu trop réservé, le président Obiang Nguema, mais c'est les trois poids qui font vraiment la force de la CEMAC et on espère que leur collaboration va continuer non seulement de préserver les acquis, mais dans le bâton qui sera passé à la génération d'après, il est urgentissime qu'il n'y ait pas de rupture,
qu'il n'y ait pas de rupture parce que ces trois autorités ont un charisme et des informations qui vont être utiles aux générations d'après. Il ne faut donc pas que les oppositions qui naissent dans ces différents pays viennent pour produire la rupture avec les anciens. Il faudrait qu'il y ait un construit et un travail de mise ensemble pour que le Congo, puisqu'on parle du Congo, puisse évoluer sereinement et participer au construit de la CEMAC. N'oubliez pas que toutes les autres sous-régions se construisent. Toutes les autres sous-régions se mettent ensemble pour se développer. Le Congo est l'exemple d'une collaboration avec ses voisins. On n'a qu'à voir avec le Cameroun comment ça circule, que ce soit au niveau des routes, au niveau de la coopération dans l'enseignement et même dans la santé. On souhaite vivement que des présidents comme Sassou continuent d'œuvrer, de travailler non seulement à l'exaltation de la sous-région, mais aussi dans son ouverture. On voit bien qu'en Afrique de l'Ouest, il est présent. Oui. On voit en Afrique de l'Ouest, il est présent dans la globalité des relations internationales entre l'Afrique et le monde. Il est également présent. Donc, il faut qu'on voit l'homme dans toutes ses casquettes et dans sa dimension et qu'on ne puisse pas simplement en parler, mais qu'on copie ce qui est bien à copier. À copier, je reste avec vous, Jean-Moïse Mbok. C'est vrai que le leadership jeune interpelle dans la sous-région. On a souvent eu à dénoncer l'âge des leaders de la sous-région, mais quand ce pouvoir et cette dynamique transgénérationnelle se transmet comme au Congo, on va... prenons un jeune du Congo, Juste Désiré Mondélé. Je reviens sur lui parce que c'est le ministre de l'assainissement local qui, justement, est en train de faire un travail remarquable dans l'assainissement de Brazzaville et de sa périphérie. Comment est-ce qu'on pourrait interroger ce leadership qui se transmet? Saint-Éloi évoquait Denis Christel, mais on voit Mondélé qui aussi est dans cette galaxie de jeunes que le président Sassou essaye de mettre en avant pour pouvoir porter sa vision et le leadership qui est le sien. Alors, je crois que le secret ici, c'est l'écoute, le secret ici, c'est l'apprentissage, le secret ici, c'est vraiment l'humilité. C'est-à-dire que le colonel Badié qui est à côté de moi, on a beau rire, on a beau s'amuser, c'est pas mon égal. Donc, être à côté de lui, c'est savoir apprendre de lui. Oui. Savoir apprendre de lui. Et c'est pareil pour le grand frère Saint-Éloi Bidon et les autres aînés que je côtoie. Si je n'apprends pas d'eux pour être meilleur, je ne vais pas pouvoir assurer ce leadership qui devrait amener l'Afrique à une autre dimension. Parce que c'est bien là l'objectif. Quand le président Sassou s'entoure des jeunes, comme le ministre Mondélé, il attend d'eux qu'ils puissent observer, qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent évoluer en mieux de ce qui se fait déjà en mieux. Je vous prends un cas pour rire. On avait Jack Bauer à Yaoundé. On a vu comment Yaoundé était. Moi, je l'appelle Jack Bauer vraiment à dessein. Je l'appelle à dessein parce que voilà un monsieur qui a discipliné Yaoundé. Oui. On garait n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, avant de garer, c'est 25 000 qui vous vient à l'esprit. Parce que vous savez que si vous garez mal, 25 000. Il est parti à une autre fonction. Oui. Celui qui l'a remplacé, j'ai l'impression qu'il n'a pas appris de lui. Il n'a pas beaucoup appris. Malheureusement, il n'a pas appris de lui. Parce que s'il avait appris de lui, on aurait un Yaoundé encore meilleur. J'ai envie d'exagérer du deuxième pléonasme, on aurait un Yaoundé encore plus meilleur. Mais bon, ce que j'essaie de dire ici, c'est que le modèle que le président Sassou Nguesso met en place avec le ministre Mondélé et les autres est un modèle qui doit être copié en Afrique. Mais copié dans les deux sens. Les aînés qui montrent aux jeunes, mais aussi les jeunes qui apprennent des aînés. Parce qu'il y a cette confusion de vouloir faire la bataille, de vouloir faire le fier, de vouloir faire le beau avec les aînés. Pourtant, ils ont un vécu que nous n'avons pas. Si donc la jeunesse accepte d'apprendre, vous allez voir que ce faux combat, on dit les vieux, les jeunes vont s'arrêter d'abord. Parce que le vieux a sa place, on doit apprendre du vieux. Le jeune a sa place parce qu'il doit prendre le relais de manière responsable. En Afrique aujourd'hui, il faut saluer le travail des présidents comme Sassou Nguesso, mais plus encore de la jeunesse qui observe, qui apprend et qui choisit d'implémenter dans l'intérêt de la nation et non dans les intérêts personnels. Parce que là aussi, c'est un démon qu'il faut fortement chasser en Afrique. On a l'impression que le relais, c'est en termes de richesse, le relais, c'est en termes d'autoritarisme, le relais, c'est en termes de matériel tout simplement. De matériel tout simplement. Pourtant, il y a une idéologie quand même. On peut dire ce qu'on va dire de M. Biya, mais il n'est pas le monsieur qui est extravagant. Vous voyez, si notre jeunesse pouvait apprendre ça.
On va dire ce qu'on va dire de M. Sassou Nguesso, mais ce n'est pas le monsieur qui va sortir et qui va parler n'importe comment à ses concitoyens ou à ses aînés. C'est des exemples qu'il faut apprendre. Si donc les jeunes ne veulent pas apprendre, on aura beau crier sur les vieux, on aura beau insulter les vieux, ce sera nous demain. Qu'est-ce qu'on fera? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est la question qu'il faut se poser. Vous voyez très bien, Jean-Maurice Mbok, que ce que vous dites sur ce plateau est suivi attentivement du côté de Paris, du côté de Londres. Prenons une réaction parisienne, puisque nous sommes sur World Actu. C'est la balade internationale. Que dit-elle? La réussite du président Sassou est le fait de sa jeunesse au gouvernement et qu'il respecte les ordres et le cahier de charges du président, à l'exemple justement du ministre Juste Désiré Mondélé qui abat un travail énorme. C'est Sa Majesté Abada Georges de Victoire qui a réagi à ce qui est dit. Nous le saluons depuis la place parisienne. Une fois que nous l'avons dit, nous allons sortir. Oui. Je voulais juste dire un mot. que M. Mondélé n'est pas ministre de l'assainissement par hasard. C'est surtout l'assainissement des mentalités. Ah, ça. Oui. Vous voyez donc, un jeune à l'action, c'est plus pour l'assainissement des mentalités que les Jean-Maurice Mbok prenait l'exemple tout à l'heure de Gilbert Simivouna à Yaoundé qui, de par son opiniâtreté, avait fait évoluer les mentalités. Peut-être c'est l'exemple aussi du Congo avec le ministre Mondélé. Justement, peut-être qu'il faut rappeler rapidement que Gilbert Simivouna lui-même le tient de M. Fouda. Oui. Qui était... Monsieur Mourounoma aussi. Donc vraiment, il y a eu un construit. Mais moi, je commence par M. Fouda parce que c'est lui-même qui a tracé Yaoundé. Donc quand on prend le relais, on ne prend pas le relais juste pour prendre. On prend le relais en ayant quand même appris de ce que l'aîné a fait. Oui. Et on continue pour faire mieux dans un certain esprit. Pas pour nuire. Merci. En un mot aussi, Yaya Bello, avant qu'on ne sorte complètement. D'accord. Je vais aussi dire, je vais ajouter à ce qui a été dit ici qu'un leadership aussi, c'est le casting. C'est-à-dire un bon leader doit aussi savoir choisir son équipe. Oui. De là va la réussite d'un bon leader. Un bon leader qui ne peut pas faire un casting qu'il faut pour les besoins qu'il faut, je crois qu'il va échouer. Donc, je crois que le fait... Peut-être c'est là l'une des plus grandes réussites du président Sassou. Il est parvenu à mettre en avant des jeunes qui le font exister sans que lui-même ne soit présent en première ligne. Exactement. Donc, lorsque un leader ne sait pas choisir de bons lieutenants, disons-le comme ça, quelle que soit la pertinence de sa vision, quelle que soit l'objectivité de sa vision, il ne pourra pas mettre en œuvre cette vision. Donc, maintenant, le tout n'est pas de choisir les jeunes. Il faudrait aussi que ces jeunes-là soient à la hauteur. Et justement, le ministre dont on est en train de parler... Le ministre Juste Désiré Mondélé, de l'assainissement local. Oui, nous le voyons à l'œuvre. Oui. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. De Railman à de Rail Plus. C'est pour dire que la jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse n'est pas un synonyme de compétence. Ça veut donc dire que les jeunes aussi ne doivent pas attendre qu'ils soient choisis. Il faut qu'ils méritent d'être choisis. Et justement, dans ce ministre, je crois qu'il mérite également qu'on le salue. Il mérite qu'on le salue. Dr Badjek, on sort en un mot leadership qui se transmet. Victoire assurée pour le président Sassou Nguesso. Je vais rejoindre pour ne pas redire tout ce que les gens ont dit. Ça veut déjà dire une chose en termes d'analyse, c'est que on peut être âgé et avoir un esprit jeune. C'est ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sagesse est beaucoup plus asymptotique à l'âge. Et la jeunesse a sa fougue et à l'innovation. Aujourd'hui, la difficulté d'une gouvernance, c'est quoi? C'est son cassisme. Et le cassisme, c'est quoi? Le cassisme, c'est toujours réchauffer des vieux paradigmes et ne pas savoir qu'aujourd'hui, la société est dynamique et que nous sommes dans ce qu'on appelle des leaderships adaptatifs. Donc, c'est un peu ce que moi je comprends. Les sociétés aujourd'hui, je remets bien l'emphase sur ce que on n'a pas besoin d'être même un érudit, mais on a besoin de savoir s'entourer de bonnes personnes. Lorsque vous laissez en errance des scientifiques qui peuvent vous apporter, alors que vous avez juste qu'à leur donner le petit confort de travail tout autour de vous pour qu'ils puissent vous aider à la décision,
vous arrivez souvent à des constats qui sont construits sur, comme je disais tout à l'heure, des vieux paradigmes réchauffés et qui n'ont pas de sens. On dit souvent qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On ne devrait pas, c'est-à-dire que les axes qui sont pris. Bon, nous, en pilotage, on change toujours d'axe, hein, de cap et tout. Lorsque la météo est mauvaise, on peut partir, mais c'est ça un peu la gouvernance. Une gouvernance politique, c'est cela. Vous avez un cumulonimbus qui est devant vous, eh bien, vous altérez le cap. Vous le rattrapez devant, vous augmentez la vitesse et vous refaites un cap convergent. Non, je voudrais dire que le secret aujourd'hui en Afrique, vous n'aurez pas des menus qui sont constitués. Ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit vivre à la vibration de la dynamique des changements et savoir comment s'adapter et ne pas toujours rester dans son confort national pour épouser manifestement l'esprit westphalien, mais essayer d'abord de se régionaliser pour penser, n'est-ce pas, au développement endogène de l'Afrique, et c'est comme ça qu'on va penser au panafricanisme. Mais le panafricanisme ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ailleurs. Je vais vous dire que le malheur de l'Afrique aujourd'hui, c'est les convergences des influences des puissances. Et vous pouvez définir même dans nos élections, on va en parler peut-être tout à l'heure, qui sont en train d'arriver. Moi, j'ai déjà suspecté plusieurs puissances étrangères qui viennent s'immiscer. Pour dire que lorsqu'on échappe à tout cela, on sait s'entourer des bonnes personnes. On sait être souverain dans sa stratégie et dans son évaluation. Et on sait être à côté du peuple. On a tous les marqueurs susceptibles de pouvoir vous porter de façon heureuse à votre gouvernance. Merci, docteur Badjek. C'est ce qu'on pouvait dire concernant justement cette présidentielle à venir du côté du Congo. On va comme ça, de façon précise, mettre l'emphase de temps en temps sur certains acteurs de la dynamique politique congolaise qui justement, de façon précise, accompagnent de façon visible et de façon expressive sur le terrain. On a évoqué juste Désiré Mundele, le ministre de l'assainissement et du développement local. On en prendra d'autres pour justement mettre en avant ce leadership qui se transmet et cette jeunesse qui répond aux sollicitations et aux attentes des aînés qui sont en train de laisser la main. Une fois que je l'ai dit, transition, et on revient tout de suite après pour évoquer la présidentielle au Cameroun. Celle-là paraît plus chaude encore avec le temps de tractation. Ensuite. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu. Nous sommes au Cameroun. Nous parlerons du Cameroun pour que justement ceux qui nous regardent, nombreux du côté de Brazzaville, du côté de Paris, du côté de Ottawa, c'est au Canada, puissent avoir leur vision, leur perception, je l'ai dit, par rapport à ce moment importantissime de l'histoire du Cameroun. Elle s'écrit aujourd'hui, mais elle s'écrit surtout en octobre avec l'élection présidentielle à venir. Nous avons intitulé cette séquence « Le temps des transactions » puisque les tractations aussi sont annoncées, elles sont présentes. Les semaines précédentes ont été émaillées de démissions, de regroupements, d'assemblées, de manœuvres de coulisses, de bluffs, de coups sous le manteau, que sais-je. On en perd le lexique, mais ce qui est clair, c'est que le temps des tractations est désormais arrivé. Cette loi bidon, je commence par vous. Vous êtes homme politique qu'on ne présente plus sur le marigot camerounais. Comment est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez, allez-vous vers ce moment qui nous amène vers octobre? Vous êtes serein eu égard à ce que vous voyez sur l'espace politique camerounais, ou alors, selon votre lecture, il y aurait des raisons d'avoir un tout petit peu peur? Non, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas peur. Le président Biya me semble être plus aguerri politiquement que tous les autres. Oui. Et que ça va se passer sans difficulté.
les gens prennent pour exemple les démissions des ministres originaires du Nord. Ce n'est pas la première fois. André-Marie Mbida fait face à cette fronde. Et les jeux politiques nécessitent beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de calcul que ce qu'on voit là. Le président Bello, je voudrais vous dire, dites-nous, que le président Bello a boycotté les élections en 1997. Vous savez que l'UNDP n'était pas aux élections. Oui. En 1997. Mais Bello s'en est tiré avec 6 ministres au gouvernement. Comment vous expliquez ça? Peut-être une tractation. Ah, donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui se disent sur la table et il y en a qui se font sous la table et qui sont de nature. Et parfois la nuit. Moi, je félicite le président Biya parce qu'il fait preuve du savoir de la science politique. Parce que j'ai eu la chance d'avoir pour professeur Albert Bourgi et le professeur Guy Carcassonne, qui sont des conseillers politiques de Paul Biya. C'est des hommes qui nous disaient en notre temps que la science politique, c'est comme un scénario. Et la mise en scène, vous venez, vous l'exécutez, c'est comme un ballet. Ouais. Tout simplement. Les autres font des choses de manière hasardeuse. Quand vous entendez des gens vous dire, j'ai écouté Abdourahmane Amadou, oui. Je ne sais pas s'il est footballeur, s'il est juriste, s'il est politologue, s'il est ce qu'il a fait, présent sur il a fait dans la vie, mais il est présent sur l'espace en train de dire des choses graves. Des choses qui... Puisque les gens veulent qu'on parle de la politique sans manteau, sans gants, on va donc parler. Ceux qui s'agit de là, ils sont originaires d'où? Ils sont originaires de la région du Nord, exclusivement. Exclusivement de la région du Nord. Et ça, c'est le même phénomène qu'il y a eu quand les Macky Sall, les Condé arrivaient au pouvoir. C'est-à-dire que les Peuls avaient décidé de conquérir le pouvoir. C'est ça qui est en train de se produire là. C'est-à-dire que les gens se comportent comme pour dire que nous, les Peuls, nous avons prêté quelque chose au Béti. Ça dure déjà trop longtemps. Il faut que ça se revienne. Au sud. Bref, non, pas au sud. Je refuse cette globalité-là. Parce que l'ouest est au sud, le nord-ouest est au sud. J'ai dit... Puisqu'on parle sincère, parlons sincèrement. Oui. Ils n'ont pas prêté à l'ouest, ils ont prêté au sud. Non, j'ai dit qu'ils ont prêté au Béti. Et que le moment est venu pour que les Bétis leur rendent leur histoire. Et dans tout ça, on prend la camisole du Grand Nord. C'est générique. C'est vague. Et vous voyez la réponse que le président apporte. C'est un non-événement. Puisque le président a même nommé un fils de l'extrême Nord par intérim par rapport à l'autre. Et on doit s'attendre à la nomination de Hélé Pierre à la place de... Là, vous lisez dans la boule de cristal, cette loi Bidot. Non, c'est le président Paul Biya que vous connaissez certainement mieux que moi à l'art de jouer les pronostics. Non, je n'ai jamais allé là où tout le monde pense. Justement, c'est parce que c'est un message fort. C'est un message fort. Les gens se sont assis quelque part dans un coin et se sont dit, à nous le tour. Et la réponse est en train d'arriver. Vous avez, parmi tous les candidats que vous citez là, il y a un animiste là-dedans, il y a un Toupouri là-dedans, il y a un Mundang là-dedans, il y a un Giziga. Tout se passe en disant, c'est le Grand Nord. Mais dans les faits et gestes, c'est le Nord qui est en action. Parce que la Damawa est peuplée de musulmans et de Baya, peut-être même en majorité, oui. Et de Baya. Vous savez, voilà donc, il y a des animistes, il y a les chrétiens, il y a les
Ben, il y a des têtes qui comptent là-bas en ce moment. Oui. Quand vous ne pouvez pas aller aborder les jeunes dans l'extrême nord sans parler de Malachi, sans parler du chef de cabinet, du câble de Cavaille et autres, des gens qui comptent. Donc, la politique, je crois que la réponse du président est simple. Si vous vous êtes isolé parce que vous revendiquez quelque chose, sachez que ça peut se passer comme ça s'est passé, comme il l'avait dit à l'Ouest. Le Cameroun se fera avec vous ou sans vous. Merci Santelwa Bidon. On revient vers vous. Au temps de recueillir l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, docteur, il faut dire que la Seine et le Marigot semblent bouillants depuis quelques jours. Démission, ralliement, un peu de chantage, un peu de clientélisme, nomination querellée. On envoie des vertes et des pas mûres. Mais la question est là. Et le timing aussi. Nous sommes aujourd'hui, je crois, samedi 28 juin 2025. La date limite pour la convocation du corps électoral, c'est le 18 juillet 2025. L'élection elle-même, elle est prévue pour octobre 2025. Donc le temps presse pour les uns, mais surtout pour les autres. Quelqu'un dans ce gouvernement a dit que les urgences, c'est à l'hôpital. Donc la question du temps qui presse, on a bien compris aujourd'hui que M. Biya n'est pas de ceux qui sont pressés. Non, il n'est jamais dans ce registre-là. Donc les urgences, c'est pour les autres. Quand vous avez suivi le ministre Ndoumba à son époque, vous parlez des années de Brest, 90, 91, 92. Oui. Il rappelait clairement qu'il faut être M. Biya pour gérer, manœuvrer toutes ces situations compliquées et complexes et s'en sortir. Donc aujourd'hui, on parle de l'homme lion, oui, la force de l'expérience, parce qu'il a vécu toutes de ces façon années indéfinie, compliquées et il a pu les réussir. On parle aussi du timing. Le ministre... Le président Santelwa Bidon évoquait Albert Bougie qui en son temps. Mais aujourd'hui, est-ce que le logiciel Paul Biya tel que conçu par ses conseillers, par ses mentors, est-ce que le logiciel est encore en adéquation avec justement le monde tel qu'il apparaît aujourd'hui, surtout le monde du Cameroun qui est, il faut le dire, essentiellement jeune? Mais écoutez, je voulais citer le ministre Tiroma tout à l'heure, en son temps au ministère de la Communication. Oui. Avait pris cette allégorie en disant que le président Biya est comme le soleil. Et les gens ont crié, les gens étaient scandalisés, les gens étaient choqués. Mais en fait, c'est une réalité au Cameroun aujourd'hui. Le ministre Tiroma qui l'a oublié. Non, il ne l'a pas oublié. J'arrive à ce niveau. Il est parti. Non, j'arrive à ce niveau, Stéphane. J'arrive à ce niveau. Je dis simplement que le ministre Tiroma l'a dit et il le pensait. Parce que dans la réalité, fait quand même pratiquement 60 ans dans la haute administration, dans la gestion du pays, avoir construit un ensemble de textes et de lois qui font la nation, fait de vous quand même le soleil dans la réalité. Oui. Maintenant, sur le volet politique, je l'ai dit ici une fois et j'assume, il y a une opposition qu'il a créée lui-même. Il y a une opposition qui s'est créée, mais que ce soit l'un ou l'autre, il contrôle les deux oppositions. Parce qu'il a mis sur pied une organisation qui le rend incontournable. Aujourd'hui au Cameroun, s'il y a une seule personne qui fait peur à tous les autres, c'est le président Biya. Parce qu'il a réussi dans son déroulé, dans son développement. Vous pensez qu'il fait encore peur? Si. Si. Il fait même plus peur, il fait extrêmement peur. Vous savez, en fait, Stéphane, ce que vous voyez là, les démissions, les mouvements, les déploiements, oui, c'est simplement l'expression d'une remise des cartes sur la table. Depuis 2008, on a dans ce pays les gouvernements d'union nationale où on intègre tout le monde, y compris les oppositions en face. Parce qu'il y en a qui ont fait alliance, il y en a qui se sont affirmés par leur pertinence, oui, on les met ensemble. Ça, c'est l'homme Biya qui vous montre, et vous, tout à l'heure vous le disiez, il est imprévisible. C'est-à-dire que où vous ne l'attendez pas, c'est là qu'il sort. Où vous l'attendez, il ne bouge pas d'un pouce. Aujourd'hui, Stéphane, ce que M. Issa Tiroma a fait, c'est simplement dire, je compte encore sur la scène et j'aimerais être considéré. Mais puisqu'il ne s'est pas encore prononcé lui-même comme candidat... On peut être considéré moins qu'en étant ministre de la formation, de l'emploi. Stéphane,
avant qu'il ne soit ministre, il était où? Il était bien quelque part. On l'a considéré avant qu'il ne soit ministre. Il a été ministre des Transports, ministre de la Communication. Non, avant même qu'il ne soit ministre des Transports, on l'a vu quelque part et on l'a vu dans l'opposition. Oui. On l'a vu dans l'UNDP. Après, on l'a vu dans l'ANDP et puis on l'a vu on l'a beaucoup vu dans les classes politiques. Très bien. Donc, on le connaît. Ce n'est pas un étranger. Issa Tiroma Bakari au Cameroun n'est pas un étranger. Il est même l'un des derniers dinosaures de la politique au Cameroun. Il faut le reconnaître. Nous sommes d'accord, mais maintenant, je dis il y a une instabilité dans son idéologie. Non, c'est parce qu'on peut parler de SDF, de l'UNDP, FSMC, l'audateur de Paul Biya, pointer du doigt ses 40 ans de magistère. Il y a quand même un moment d'incohérence. Citez-moi un seul homme politique qui ne soit pas du RDPC au Cameroun. Ne venez pas citer M. Tiroma comme si c'est lui seul qui s'est baladé. Citez-moi un seul. Tous sortent du RDPC. Tous. Après le RDPC, chacun crée sa petite chapelle, sa petite chambre, et puis après on évolue. Laissons la jeune génération, hein, parce que je vois quand il y a Abel me regarde pour dire que S. Cabral était au RDPC. Non, je parle des dinosaures, oui. Je parle des anciens. Tous sont passés quelque part, Stéphane. Mais ce n'est pas là mon propos. C'est pas là mon propos. Yana Bello tout à l'heure disait que la démocratie est fille de son temps. Donc à leur époque, il fallait bien migrer de cette façon-là. Aujourd'hui, quelqu'un décide de s'autonomiser, de s'assumer. Vous estimez que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Parce que je me mets avec vous, parce que je veux me mettre avec vous, parce que je crois en vos idéaux. Je ne me sépare en disant que je me sépare parce que je ne suis plus d'accord avec ceci, avec cela. En quoi est-ce que c'est un problème? Jean-Moïse Mbok pour sortir selon certaines observations et analyses, quitter le bateau alors que celui-ci semble en train de tanguer. Je pense que le grand frère Saint-Eloi Bédou vient de dire, en s'appuyant sur M. Bourget. La politique, c'est une scène. C'est la théâtralisation. Chacun joue son rôle. Et je joue le rôle qui m'arrange le mieux. Stéphane, ce n'est pas un monde de bisounours. C'est pour ça que je dis aux Camerounais, n'abordez pas cette question en mettant les organes pour parler trivialement comme on parle au Cameroun. On approche la question de la politique avec lucidité et responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le RDPC par rapport à ce que je pense que je peux apporter et ce qui cadre avec mes convictions. Si demain, je n'ai plus la liberté de m'exprimer, de dire ce que je pense, j'ai également le droit de changer de chapelle politique. Ne voyez pas en ça une trahison. Je vois c'était crier au scandale comme si c'était la véritable trahison, c'est être dans votre parti et ne pas respecter les idéaux. C'est ça la véritable trahison. La véritable trahison, c'est d'être dans un parti politique, de ne pas avoir de carte politique, de ne pas contribuer, de ne pas participer au meeting, mais de dire que j'appartiens à ce parti. Voilà la véritable trahison. Mais si quelqu'un vient vers vous, M. Tiroma n'est jamais venu adhérer au RDPC, il faut le dire. Il n'est jamais venu adhérer au RDPC. Il est venu comme FSNC qui est partenaire à M. Biya, d'ailleurs même pas au RDPC. Merci. Donc si aujourd'hui il se décale, ce n'est pas autre chose que le positionnement. L'UNDP fera la même chose. On l'a compris. Et je sors, permettez que je sorte, oui. En disant simplement que les hommes politiques qui vont se positionner aujourd'hui, ne voyez pas en eux les ennemis de M. Biya ou du Cameroun. On est en train de rebattre les cartes. On remet toutes les cartes sur la table. Ne soyez donc pas surpris qu'après échange, après les élections, M. Tiroma se remette avec M. Biya. Merci, Jean-Moïse Mbok. Yaya Bello, vous, justement, vous faites partie de la nouvelle génération. Je l'ai dit, vous avez quasiment pris en otage les réseaux sociaux et toute la toile cette semaine du fait de votre démission en fanfare, il faut le dire aussi, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Ce n'est plus un secret. Vous l'avez relevé sur ce plateau. Vous appartenez désormais à l'UNDP qui est justement, s'il vous plaît, Jean-Moïse Mbok, lui qui est justement la formation politique de M. Bello Bouba Maïgari, qui ce jour même a décidé justement d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à autant de fluctuations en si peu de temps? Est-ce que les hommes politiques camerounais considèrent la question de timing? Chacun joue sa chance à 4 mois, ou alors tout simplement, on essaye, au vu de la situation du pays, de proposer un nouveau deal aux Camerounais pour un Cameroun qu'on espère meilleur après octobre 2025. Moi, je pense que à quelques jours de la convocation du corps électoral, la surprise aurait été que l'environnement politique soit calme. Ça aurait été une surprise. Mais comme c'est agité,
Bon, je préfère ne même pas parler d'agiter parce que j'ai entendu parler du mot agitation là, quelque part. C'est comme si c'était des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou alors ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils doivent faire. Je préfère parler de tractation, qui est très normal en politique. Parce que on forme souvent des coalitions et même souvent des alliances, parce que l'alliance, la coalition, à la différence de l'alliance, c'est que la coalition est conjoncturelle et l'alliance est structurelle. Donc, c'est tout à fait normal. Et dans cela, moi, je n'ai pas entendu parler du peuple. Il y a aussi, vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Oui. C'est parce que le peuple, il y a un peuple fort derrière qui a des aspirations qu'il faut écouter. Oui. Ce n'est que c'est là qu'il est question. Maintenant, les acteurs politiques, les formations politiques ne sont pas détachées des aspirations des populations, en tout cas les vraies formations politiques. Alors, si vous avez un parti politique, un leader d'un parti politique, dont la base militante, les soutiens et autres, demandent de changer de cap, par exemple en quittant une coalition ou alors en formant une coalition avec une autre, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas appeler ça. La question du timing ne vous interpelle pas. À 4 mois de la présidentielle, un bouleversement aussi important, quitter une alliance quasi trentenaire, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le président Bello et le président Biya sont en alliance. Comment est-ce que vous vendez cette nouvelle approche à vos électeurs, par exemple? Est-ce qu'ils comprennent la nécessité de ce changement de cap dans une alliance qui, il faut le dire, vous a donné de nombreux membres du gouvernement pour ce qui est de l'UNDP? Non, je crois que le timing, il est bon. Parce que vous parlez de l'UNDP, c'est une alliance qui s'est formée avec le RDPC depuis 92, en tout cas 97, c'était même formalisé. Donc l'alliance a continué jusqu'à la fin du mandat. Nous sommes en fin de mandat, parce que lorsque le corps électoral sera convoqué, les cartes seront rebattues. C'est vrai que le mandat en lui-même expire, je crois, le 5 ou le 6 novembre, mais nous sommes déjà vers la fin. C'est maintenant qu'il faut questionner l'alliance. Est-ce qu'il faut continuer dans l'alliance? Est-ce qu'il faut rompre en tenant compte, bien sûr, des aspirations de la base? Parce que moi, je suis fils du 71 et encore que je ne sais pas pourquoi, au nom de quoi les gens pensent que lorsque le ministre Chiroma, président national du FSNC, démissionne, c'est pour rentrer au nord. C'est vrai qu'il habite à Garoua, il est de Garoua, il est allé un peu chez lui. Je ne sais pas pourquoi lorsque le président Bello Magari annonce sa candidature, qu'on pense que c'est la candidature du Nord, alors qu'il est un ministre d'État, il est un homme d'État, il a été Premier ministre dans ce pays, Premier ministre de tous les Camerounais. Je ne comprends pas cette façon de réduire les choses, j'ai envie de dire, au nombrilisme. J'ai vu la lettre. On pourrait penser si l'UNDP avait des députés à l'ouest, ou à l'est, ou au sud. Mais si la majorité, justement, du poids politique de l'UNDP se résume peut-être au nord, il serait normal qu'il aille d'abord assurer sa base aussi. Ce qui n'est même pas d'ailleurs vrai. Parce que le secrétaire général de l'UNDP s'appelle sénateur Flambon Gayap. Il est à Douala. S'il a été nommé sénateur à Douala, c'est parce qu'il faut répondre à un besoin. On dit nommé à côté de vous. Bien sûr, ça fait partie de la loi. Il y a deux types de sénateurs. On nomme un sénateur parce que là où il est, il repose sur une base électorale, sur une base militante. Voilà. L'UNDP a une mairie à Garoua-Boulaye. Et Garoua-Boulaye n'est pas le septentrion. Sauf si vous allez me dire que aussi. Mais ce n'est pas le septentrion. Ce n'est pas le septentrion. Aujourd'hui, je sors de la réunion du comité central. Il y a eu des militants venant de toutes les régions du Cameroun. Vous n'allez pas faire croire que l'UNDP c'est un parti seulement du Nord, alors que vous avez un homme d'État qui a servi ce pays, pas autant que Biya et Aïdjo, mais qui a travaillé avec les deux. M. Bello Bouba a été Premier ministre à l'âge de 35 ans au Cameroun. Il a servi tous les Camerounais. D'ailleurs, c'est le Premier ministre de Paul Biya. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, il veut toujours être candidat. Je reviens sur le cas de M. Chiroma. Nous avons vu sa communication. Je vais répondre. Allez-y. M. Chiroma, lorsqu'il annonce sa candidature sur un document de, je crois, une trentaine de pages. De 6 pages. 6 pages, 25 pages. 25, beaucoup. Il s'est adressé aux Camerounais, du nord au sud.
il a parlé des préoccupations des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest Oui. qui ont un problème de sécurité. Il a parlé des problèmes de route qui concernent tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Pourquoi réduire ces gens, ces leaders, au moment où ils décident de rompre avec l'Alliance, on décide de leur enfermer dans leur... Ça, c'est la stratégie du RDPC. C'est la stratégie du RDPC. Et ce qui me plaît, c'est que les Camerounais ne sont plus, disons comme ça, ils ne sont plus dupes, ils sont plus matures en politique. Oui. Voilà. Donc, l'alliance politique, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Le Cameroun n'a pas inventé la démocratie. Regardez l'État d'Israël, par exemple. Bon, je vais seulement prendre l'aspect politique, enfin, l'aspect de leur organisation politique, parce que ce qu'ils font sur la scène internationale, c'est vraiment, c'est autre chose, c'est pas encouragé. Israël, par exemple, c'est un régime parlementaire. Là-bas, aucun parti politique ne peut gouverner seul. Il n'existe que des alliances. Oui. Et les alliances se font et se défont. Benjamin Netanyahu a déjà été à l'opposition. Il est revenu au pouvoir. Il a eu des ministres. Aujourd'hui, là, les ministres orthodoxes, les ministres de l'extrême droite, machin, ils ont une coalition autour d'un programme politique. Lorsque cette politique, ce programme-là, disons, va déraper, la coalition va se dissoudre, ils vont partir aux élections. C'est normal. Parce que j'entends aussi dire que il a été au gouvernement Libya, aujourd'hui il sort. Ça, c'est une question de maturité politique. Comprenez? Ce qui importe, c'est les aspirations des populations. C'est-à-dire ce pourquoi on a formé l'Alliance. Parce que l'Alliance se forme autour d'un objectif commun pour servir les populations. Merci Yaya Bello, on reviendra vers vous. Félicitations, vous apprenez vite le logiciel UNDP. On aurait eu l'impression que vous êtes avec le président Bello depuis une dizaine d'années, alors que c'est aujourd'hui. Je suis un acteur camerounais d'abord. Vous avez pris un parti au quartier à l'UNDP. Docteur Badjek, alors, démission en cascade, renouvellement d'alliance, rupture de banc. Le lexique semble être celui inhérent à une séparation. Est-ce que ces leaders qui aujourd'hui sont en rupture avec le système dominant découvrent les problèmes des Camerounais aujourd'hui? Non, ils se conforment juste à un phénotype politique. Et je dois vous dire qu'en sociologie politique, ça s'appelle de l'énantiodromie. C'est-à-dire que la capacité, ça vient du grec dromos, qui veut dire courir en sens inverse. Donc, un politique qui n'est pas versatile, ce n'est pas un politique. Et là, je vais vous parler de cette problématique qui est contenue dans une œuvre qui m'a semblé être une œuvre très intéressante en classe de terminale, Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Oui. Où Oderer, qui joue le rôle du bon politicien, et Hugo, qui est le rêveur. À un moment, il se rend compte que son maître a menti. Il lui dit, je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne, car le mensonge, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il est né dans une société divisée en classes. Oui. Et ce n'est pas en refusant de mentir qu'on abolira le mensonge. Moi, j'ai les mains sales, je les ai trempées dans la merde et dans le sang. Ça veut dire que le politique qui ne se compromet pas, qui ne change pas de direction, ce n'est pas un politique. Est-ce qu'on peut continuer avec cet ADN, docteur Badjek, alors qu'ailleurs, on voit quand même comment ça... Je fais de l'analyse politique. Ça essaye de bouger. Écoutez, si jamais les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas prendre leur destin en main, ça c'est leur problème. Je m'en vais vous dire une chose. Il y a un paramètre, il y a un marqueur, je vous l'ai dit, qui a profondément changé le débat politique au Cameroun. Depuis 2018, il y a un total changement. C'est l'intrusion, l'émergence des TIC. Où nous sommes passés du web 2.0 au web 3.0. Chacun a sa petite chaîne YouTube et peut compromettre. Vous avez vu, ce qui est pour moi un discours dégradant, qui n'a pas de sens, qui ne peut même pas être écouté d'une sœur. Aujourd'hui, pendant 1h18, on interpelle des ministres par leur nom. On décrit leur anatomie ou bien autre chose. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que des choses qui ne pouvaient pas exister mais en fait, il n'y a pas eu condamnation, même de la société. Mais non, écoutez, on dirait que c'est normal aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est normal parce qu'il y a cette intrusion-là qui est sans limite. Et je vous dis que ça, c'est en train... Est-ce que nous sommes matures pour pouvoir supporter des tels excès au niveau de la communication des TIC? Je vous dis que c'est très dangereux parce que ce qui va se passer, les éléments révélateurs du choix ne vont plus être relatifs avec forcément la compétence. Parce qu'on va avoir l'opinion a priori incrédule. Oui. Je dois vous dire que les médias classiques, en termes d'analyse des audimats aujourd'hui, ne constituent plus que les 22% de l'audimat. Le reste, c'est les réseaux sociaux. Et avec cela, c'est celui
qui aura le langage le plus adapté et le plus compréhensif pour dire que si les partis politiques aujourd'hui ne s'arment pas d'une charte particulière au niveau des réseaux sociaux, ils sont très mal partis. Et il faut faire attention, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai vu aujourd'hui le discours de M. Kanto. Je l'ai analysé. J'ai analysé la sémiologie. Et je sais qu'aujourd'hui, il a fait comme s'il forçait Bello de venir l'appeler dans une certaine coalition. C'est son droit. C'est ainsi que vous avez analysé ces éléments de langage. Non, oui, ces éléments de langage, quand vous les analysez, vous voyez que c'est une balle, c'est une passe. Il veut être, n'est-ce pas, le passeur décisif. Oui. Hein, que bon, voilà, vous êtes là. C'est bien que vous soyez arrivé là. Alors on est en train de supputer un axe nord-ouest. Cet axe-là, pour moi, voilà l'autre, je croyais qu'on allait arriver. Moi, c'est l'axe qui me désole le plus. Au nom de quoi on a régionalisé et tribalisé la politique au Cameroun. Non seulement elle est tribalisée, mais maintenant elle est régionalisée avec les 4 points cardinaux. Je voudrais savoir au nom de quoi. Je voudrais savoir au nom de quoi. Est-ce que Dr Badjek, ce n'est pas la cartographie politique du Cameroun qui impose ce choix? C'est votre notion de l'arithmétique politique que vous vous êtes donné vous-même. Non, c'est la réalité, Dr Badjek. Non, ce n'est pas la réalité. Est-ce que vous avez nous démenti sur ce plateau que le PCRN, par exemple, fait le gros de ses leaders dans la Salanga maritime et en zone Bassa? Est-ce que l'UNDP, c'est pas le Nord? Vous êtes en train Est-ce que le MRC, pour peu quand je vous parle de la régionalisation tribale, c'est de cela qu'il s'agit. Mais c'est une réalité. Attendez. Je voudrais savoir... Non, vous n'êtes donc pas arrivé à l'unité nationale. Hein. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est une illusion, qu'on se dit, on n'est pas dans l'unité nationale si on ne pense pas que, de façon répétitive, un candidat de Nord peut rempiler. Et au titre de quoi le président du Sud a rempilé? Parce que je pense qu'il répondait aux aspirations de tous les Camerounais. Oui. Il faudrait qu'on arrête, nous qui avons la possibilité de nous adresser aux opinions, aux téléspectateurs, aux auditeurs. Il faut que nous arrêtions de tribaliser ce débat qui n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais avoir des candidats devant moi qui ont la grandeur de parler du Cameroun et non de faire des petites querelles de leur petite configuration tribale. Donc c'est vraiment très important. Et je pense que nous étions dans une marche. Docteur, non, écoutez. Docteur, je reviens vers vous. Oui. Le temps juste de l'unité nationale. Le temps juste d'un léger réajustement technique. Je reviens tout de suite vers vous. On nous a perdu. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu. Docteur Badjek, vous aviez la parole au moment où justement nous avons un tout petit peu été interrompus. On évoquait justement cette portion ou alors ce gâteau politique camerounais qui s'attribue en fonction des régions d'origine. Dans une arithmétique qu'on s'est donnée nous-mêmes, dans une philosophie politique qu'on s'est donnée nous-mêmes. Mais je pense que toute chose étant égale à elle-même par ailleurs, il faudrait qu'on regarde autrement. Je voudrais aussi savoir, au titre de quoi les politiques camerounais qui sont toujours en train de parler d'autonomie stratégique vont se revitaliser dans d'autres pays. La politique se passe ici au Cameroun aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut parler aux Camerounais. Je ne sais pas ce que moi, un dirigeant politique français, pourra m'apporter, ou bien autre chose. Les acteurs politiques camerounais sont nombreux du côté de Paris depuis un moment. Je voudrais dire que, bon, peut-être qu'il faut regarder la diaspora, il faut peut-être parler à la diaspora, mais avec les moyens, les TIC qui sont assez intrusifs aujourd'hui, on peut leur parler aussi bien ici que là-bas. Mais moi, ce petit va-et-vient-là me permet, n'est-ce pas, de comprendre que nous sommes toujours sous influence, et vous qui voulez quitter de la France-Afrique ou autre chose, mais je pense que nous avons complètement raté cette option-là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait être capable de comprendre. Je comprends également la versatilité de certains dirigeants politiques. Mais il faudrait savoir encore une chose, je crois que tout tourne autour de cela. Et les 4 panélistes qui sont ici l'ont réaffirmé. C'est le peuple
qui va élire le président de la République. Et il faut que ce peuple, non seulement il soit audible, mais qu'il écoute aussi. Parce que les plaintes du peuple doivent remonter. Il n'y a pas meilleur moment pour le peuple de poser ses revendications sur la table pour que ce qui n'a pas été fait soit fait. Mais on a l'impression que c'est les hommes politiques qui posent leurs revendications à eux. On parle de postes de ministres, on parle de sénateurs, on parle de députés. Ça c'est un autre problème. On nous a fait un programme. J'espère que ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on nommait les ministres dans ce pays? Et vous voyez un peu jusqu'où peuvent partir certaines déclarations qui ne sont pas encadrées. Alors, si c'est comme ça que ça se passe, nous, on va dire que, ok, nous, on va se retirer de la scène politique, on va continuer à vous regarder, et pour voir un peu ce que ça va donner par après. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Le casting ne se fait pas comme ça. Nous sommes encore un grand pays. Il ne faudrait pas que nous soyons le pays de la risée du monde, parce que nous ne savons pas nous comporter, et nous disons n'importe quoi. Nous sommes des immatures politiques. Merci. Saint-Éloi Bidon, nous sommes véritablement à l'heure où tout le monde a à dire, des vidéos, des audios deviennent virales, où chacun estime avoir droit à X ou à Y. Le docteur Badjek évoquait le peuple, mais on a plutôt l'impression que ce sont les politiciens qui essayent, chacun autant que faire se peut, d'avoir sa part du gâteau Cameroun. Ce que le docteur Badjek dit, ça donne beaucoup de regrets d'avoir été à l'école pour aller apprendre tout ce que nous avons appris et pour venir subir le diktat d'un groupe de personnes qui pensent que la politique peut se dérouler, y compris à la limite de la faute. Et c'est tolérable. Puisqu'il en est ainsi, moi je veux dire au docteur Badjek, ce n'est pas ce que j'ai été apprendre, mais c'est ce que j'ai constaté. La politique au Cameroun est tribale. Vous le certifiez? Elle est tribale. Vous n'avez qu'à prendre les résultats des élections. Si vous prenez Garga Manadji, il a eu son meilleur score où? Son 0,001% là. Il a eu ça où? Il a eu ça à Garoua. Si vous prenez les résultats de Cabral Libi aux élections, sur un Cameroun qui s'étend sur 475 km², il a eu son score. 1000. Et 1000, je veux dire. Il a eu ça ici dans le Yon-Ekele. Si vous prenez Maurice Kamto, oui. Si vous prenez Paul Biya lui-même, si vous prenez, la politique est tribale. Et c'est un paramètre que nous devons intégrer. On parle de socle. Je vous raconte une anecdote de deux fous au stationnement à Konolinga. Un fou Bamileke et un fou à Konolinga. Le fou Bamileke, quand il demande l'argent, il dit pardon grand, j'ai besoin de 100 francs pour manger. Le fou à Konolinga, quand il te voit, il dit oh, donne-moi l'argent. Donne-moi 100 francs. Et les gens avaient tendance à donner au fou Bamileke parce que lui, il était courtois quand il demandait. Oui. Comme vous dites quoi? Et quand on a donné au fou Bamileke, une fois, deux fois, trois, quatre fois, sans le donner au fou à Konolinga, il s'est levé, il a rué le fou Bamileke de coups de poing en lui disant va être fou chez toi. Vous comprenez donc que même dans la folie, on n'a pas perdu les réflexes de la tribalité. Donc, incroyable. Les sens sont graves. Je voudrais aussi dire en passant, quelqu'un m'a envoyé un message en me demandant si les 4 panélistes sont même pas même. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Nous avons Yabelo, nous avons Dr Badjek, nous avons cette loi Bidou. Une once de ségrégation raciale. Est-ce que Dr Badjek ressemble à Yabelo? Même physiologiquement, on voit quand même qu'il y a une différence avec nous. On dit qu'on est tous. Revenons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. J'ai dit donc que avec ces paramètres de la politique là, il va falloir s'y adapter. Oui. La politique au Cameroun s'est déroulée pendant 60 ans sous l'angle de l'axe nord-sud. Sous l'axe nord-sud. Et c'est comme ça. Maintenant,
que les gens pensent que Dieu s'est peut-être trompé de calcul et Paul Biya est toujours là, mais que ça peut quand même être le moment du changement, de l'alternance, de la transition. Il y a des axes qui peuvent se créer, mais je vous dis de ne pas condamner Chiroma, de ne pas condamner Bello, parce que c'est des gens pour qui l'axe nord-sud est très cher. Ils ont une longue histoire. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que Bello a boycotté les élections en 1997. Il s'est retrouvé au gouvernement avec 7 ministres. On ne voit pas ça quelque part. Mais peut-être c'est un deal, la récompense d'un deal. C'est pour ça que je vous dis que les choses entre Chiroma, moi je sais que Chiroma est adepte de la politique. Il vaut mieux un mensonge qui sonne vrai qu'une vérité qui sonne faux. Donc, il peut vous jurer la main sur le cœur que c'est la rupture avec Paul Biya et le lendemain, vous les retrouvez en train de partager un morceau de vipère ou de silure. Donc, vraiment, et ça ne m'étonnerait pas, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, de retrouver Issa Chiroma, Bouba Bello, au lendemain des élections. Dans le prochain gouvernement. Dans le prochain gouvernement. Merci, cette loi. Si c'est ça, faire de la politique, je crois qu'ils auront réussi. Ils auront réussi. Pour qui la question se pose? Yaya Bello, s'il faut faire un peu de marchandage à 4 mois de l'élection, s'il faut ameuter les foules du côté de Garoua, du côté de Yaoundé, pour justement dire qu'on rompt un partenariat et une alliance presque trentenaire pour se retrouver au gouvernement au lendemain d'octobre 2025, qui est dupe? Le peuple ou bien ces politiciens qui croient tromper le peuple? Non, écoutez, ces rhétoriques-là, on est habitué. C'est la rhétorique du LDPC qui nous parle que de ce qu'ils voient ou alors de ce qu'ils veulent construire comme mythe. Je ne sais pas. Le LDPC sur ce plateau, vous l'avez attaqué plusieurs fois. Je ne sais pas ce qu'on appelle axe nord-sud. Et tout ce que je sais, c'est que tout candidat à l'élection présidentielle vient de quelque part. Oui. Et dans l'histoire du Cameroun, aucun candidat n'a gagné que chez lui pour devenir président de la République. Je prends l'exemple du président de la République. D'ailleurs, c'est lui seul qui est toujours passé au suffrage universel direct en termes de la présidentielle. Le président Paul Biya, quand il gagne... Yaya Bello, est-ce que pour vous, il serait décent dans la République Cameroun qu'on vit aujourd'hui que le président Amadou Ahidjo ait été... Non, alors même avant qu'il y ait eu Albert Mbida de la Lequier, on va dire dans le grand centre-sud, qu'il y ait le président Amadou Ahidjo du Nord, qu'il y ait le président Paul Biya aujourd'hui, et que peut-être il y ait Bello Bouba du Nord. Est-ce que le Cameroun se résumerait donc, selon votre perception, à ces deux axes, ces deux régions, Nord, Sud, Centre? Il y a problème à un niveau. C'est pour ça que je dis qu'il faut récuser cette expression d'axe, Nord-Sud ou bien Nord-Ouest. Non. Celui qui va être président de la République va être le choix des Camerounais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. C'est lui qui va proposer aux Camerounais un projet de société qui épouse leurs aspirations partout au Cameroun. C'est tout. Qu'on nous arrête avec cette histoire, cette constitution-là, axe Nord-Sud. Amadou Ahidjo a transféré le pouvoir suivant la constitution à son premier ministre. Point bas. Le président Paul Biya a gagné les élections au Cameroun, je ne sais pas, 4 fois ou 5 fois, parce qu'il a été choisi par les Camerounais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. C'est tout. Alors je ne comprends pas ce procès-là qu'on fait aux leaders exclusivement du septentrion d'être retournés chez eux, entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu ce que le ministre Chiroma a écrit, a proposé aux Camerounais. Il parle des problèmes de tous les Camerounais. Il a parlé des problèmes des Camerounais du Nord-Ouest. Il a parlé des problèmes des Camerounais de Douala. Est-ce qu'il découvre ces problèmes, Yaya Bello? Il les découvre à 4 mois de la présidentielle. Pourquoi ne l'a-t-il pas évoqué il y a 4 ans ou 3 ans, par exemple? Ce n'est pas lui qui a été élu président de la République. C'est même trop facile. C'est l'heure de la profession. Et de deux, je vous ai dit, est-ce que la constitution... Je pose une question. Non, je reste avec vous. Je reste avec vous. Pour que je ne me perde pas dans ma réflexion aussi. Est-ce que le président Bello ou alors le président Chiroma pourraient être exclus
de ce bilan et de cette situation du Cameroun aujourd'hui. Lorsque l'on connaît, et vous l'avez dit, que le président Bello Bouba, le ministre d'État, a quand même été Premier ministre en 82. C'est le premier ministre du président Paul Biya, avec tout le parcours au sein de la haute administration qu'on lui connaît. Est-ce qu'il pourrait être exclu de ce bilan? Oui, je vous réponds pourquoi. Tout simplement parce que dans la constitution du Cameroun, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Écoutez, le gouvernement l'implémente et c'est le président de la République qui est responsable devant les Camerounais parce que c'est les Camerounais qui l'ont élu. Si vous donnez à un ministre, je ne sais pas, vous lui donnez un portefeuille de la communication, qui est un secteur important de la vie nationale, mais la communication, c'est combien de pourcents sur la création des richesses, sur la croissance du Cameroun? C'est infime. Donc moi je dis, il faut qu'on arrête ces raccourcis. Oui. Disons tout simplement aux Camerounais que quand l'alliance marchait, quand l'alliance marchait bien, c'était bien pour le RDPC. Ils peuvent se vanter. Vous devez absolument avoir le RDPC dans cette cacophonie qui existe aujourd'hui. Est-ce que le RDPC a réagi? Est-ce que le RDPC est concerné par les déclarations et les démissions du gouvernement en l'instant de celle du président Chiroma? Mais oui. En quoi le RDPC est concerné? Lorsque une alliance se fissure, oui. Le parti dominant qui a organisé l'alliance doit se poser des questions. Et ces alliances, ces partis qui partent de l'alliance, ce ne sont pas de n'importe quel parti. Je vous ai pris l'exemple de l'UNDP, qui a les élus à la fois au nord, dans le Grand Nord, comme on veut toujours créer ces bipolarités, et dans le Grand Sud. Donc, pourquoi vous refusez cette bipolarité alors que vous l'avez accepté quand on parlait de l'Ouest et du centre et du Sud? Non, quand vous refusez, en 1992, le RDPC remporte les élections grâce à l'axe nord-sud. C'est clair, parce que M. Dakole Daïsala avait le choix entre suivre Nidjon Fundi, d'ailleurs ils sont allés en concertation, et suivre Paul Biya au nom de l'alliance que le président Ahidjo avait laissée. Et Dakole Daïsala a fait le choix de suivre Paul Biya. Est-ce que vous pensez que, ça c'est une révélation que je vais vous faire, les élections de 1997, c'est nous à la section de France qui suggérons au RDPC de faire alliance avec l'UNDP et que l'UNDP n'aille pas aux élections. Ok. Parce que si l'UNDP allait aux élections en 97, on allait se retrouver dans la même situation qu'en 92. Et en contrepartie, on leur a donné 6 ministres sans qu'ils soient allés aux élections. Pourquoi vous voulez pas reconnaître que l'alliance a marché? Il y a eu pour le président Bello. Je veux répondre pour conclure. Oui, allez-y rapidement. Pour conclure que n'embrouillons pas les Camerounais. Le docteur Badjek vient de le dire. Les Camerounais nous écoutent. Et c'est les Camerounais réagissent nombreux qui vont aller choisir leur président de la République pour le mandat qui arrive. Oui. Disons-leur les choses simples et vraies. Le candidat que vous allez choisir sur la base de son programme, c'est lui qui va présider à vos destinées. Et sachez que dans la vie d'un homme politique, dans le parcours d'un homme politique, il peut se retrouver d'un côté ou de l'autre par rapport au pouvoir. On peut être à l'opposition. Un jour, on peut être... J'ai pris l'exemple de Netanyahou. Quand vous voyez son parcours, il a été opposant. Il a formé des coalitions, ça s'est dissous. Il est revenu au pouvoir 3 fois. Il a fait le pouvoir 3 fois. Donc, ce n'est pas parce qu'un ministre a participé au gouvernement qu'il est disqualifié pour se présenter, pour être président d'un pays. Donc, disons aux Camerounais que ce qui doit retenir votre attention, c'est ce que les Camerounais, les candidats qui se sont déclarés, qui vont compétir, vous proposent. Et si ce qu'ils vous proposent cadre avec vos aspirations, allez voter tout simplement. Merci. Question de nous rassurer que nous sommes véritablement suivis de par le monde. Rappelons à Gaston de Libreville qui s'interroge si le président Bello Bouba aurait consulté son bureau politique. Nous tenons à lui dire qu'il justement il y a eu cette rencontre aujourd'hui qui a amené la base militante à amener le président Bello Bouba à se déclarer candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Jean-Maurice Mbok, la question pourrait être rhétorique, mais elle se pose
pose à chaque fois qu'on avance vers un événement de cette portée. Pour qui roulent les politiques au Cameroun? Est-ce véritablement pour le peuple ou alors est-ce pour un positionnement individuel? Parce que justement les profils et les orientations politiques de certains pourraient amener à croire que on félicite l'Alliance quand on a des ministres. Pour une fois qu'on est un peu au goudron, tout de suite l'Alliance en question est remise en question. Pour qui roulent les politiques? Ben écoutez, celui qui va en politique, d'abord c'est pour lui-même. C'est parce qu'il estime qu'il a une pierre à apporter au construit de sa nation. Oui. Et ce n'est pas mauvais de penser d'abord à soi. C'est la réalité. Maintenant, il faudrait, et c'est là parfois que le bas blesse, il faudrait qu'on pense aux populations. Parce qu'en fait, on va en politique pour le bien des populations. On ne va pas en politique pour son bien à soi-même. On va en politique pour le bien des populations. Je veux rappeler ici, tout simplement pour rejoindre ce que mes copanélistes ont dit, un homme politique, naturellement, a une base. Et il faut s'élever, comme le colonel disait, de sa base pour la nation. Oui. Mais tous les hommes politiques ont une base. Et Yayabe le rappelait tout à l'heure. Si, vous savez, le Cameroun il y a ce côté très attaché à ses racines, à ses origines. Et on le voit bien avec l'équilibre régional, qui est l'expression, en fait, de la prise en compte de toutes les régions, parce que chacun s'identifie, se reconnaît par sa région. En fait, aujourd'hui, c'est exacerbé au Cameroun parce que votre nom même est très attaché à votre région d'origine. Oui. Donc, c'est une réalité purement camerounaise qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut intégrer. Qu'il faut intégrer. Et là, je suis bien d'accord avec le colonel Badjek, c'est qu'il faut pouvoir s'élever. S'élever au point où, aujourd'hui, quand vous parlez de Paul Biya, on ne parle pas du Sud, hein. On parle de tout le Cameroun. Vous avez l'impression, alors qu'on a justement cette sortie de la semaine dernière où des élites du Sud estimaient qu'elles n'ont pas assez eu voix au chapitre, qui tout de suite ont été recadrées par le secrétaire de la communication du RDPC qui a justement mis sur la table un certain nombre de réalisations inhérentes au président. Le Sud aussi estime avoir sa part du gâteau, bien que le président Paul Biya soit le président de tous les Camerounais. Merci. Et il le montre. Qui est secrétaire général du parti de M. Biya? Ce n'est pas un sudiste. Quels sont les lieutenants de M. Biya? Ceux qui sont, pour lui, les ministres importants et ainsi de suite. Ce n'est pas le Sud. C'est tout le Cameroun dans sa diversité. Donc, il a réussi à faire ça. Il a réussi à s'élever. Et je pense que même l'UNDP a réussi à le faire. Le président des jeunes de l'UNDP, Paul Bafo, il est de Bamenda. C'est un anglophone. Ça, c'est s'élever. Le secrétaire général également. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une évolution de la politique qu'il faut saluer au Cameroun. En 40 ans, on n'est pas resté sur place. Oui. On a évolué, on se déploie. Mais aucun parti politique ne va se créer et se mettre en branle sans une base. Et ça commence naturellement par le chez soi. Cabral Libi a commencé chez lui. Est-ce qu'on n'a pas reculé Jean-Moïse Mbok? Lorsque vous observez le parcours des pères fondateurs, lorsque vous observez par exemple Ruben Oumiobe, vous allez évoquer les lieutenants, au sein des Afana, le docteur, comment il s'appelle? Moumier, Félix, Martin Paul Samba, l'ancien bandit, on avait dit ici. S'il vous plaît. Soyons sérieux, soyons sérieux. Justement, il était entouré de toutes les... Ernest Wandje. Ernest Wandje, le combattant, le nationaliste. Il était entouré, je parle de Oumiobe, de toutes les composantes ethniques de notre nation. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes à l'orée de la présidentielle, vous ne pensez pas qu'on a reculé, si le débat de la tribalité, de la tribu s'impose encore dans notre réflexion politique? Est-ce qu'on n'a pas reculé, Jean-Moïse? On n'a pas reculé. Vous savez, on n'a pas reculé. On n'a pas avancé aussi? Non, on n'a pas reculé. Nous ne sommes que victimes de notre hypocrisie. C'est ça le problème du Camerounais. On dit non, ce n'est pas vraiment ça, mais au fond, c'est ça. Si on avait accepté que c'était ça, et qu'on partait de là pour avancer, même la mentalité des hommes politiques allait changer. La mentalité des populations également allait changer.
le grand frère Saint-Éloi tout à l'heure le disait, il est mieux de dire une vérité qui, même si elle est mal dite, c'est la vérité, que de dire un mensonge qui plaît. Et le Camerounais aime le mensonge qui plaît. C'est-à-dire que je suis de Nyon Ekele, Oui. si je dois me lancer en politique, je vais quand même logiquement consulter mes pères, comme on dit mes aïeux, mes parents, pour dire voilà ce que je vais faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et à partir de là, ils appellent les cousins, les cousines, ainsi de suite. On en fait une base. Et à partir de la base, maintenant, on dit on a même qui à Yaoundé, on a même qui à Douala, on a même qui à Ngaoundéré. Voilà comment ça grandit. Maintenant, si on n'admet pas ça, on dit non, nous sommes un parti politique national et vraiment on aime tout le Cameroun, on se retrouve dans la folie et la confusion que nous vivons aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, tous les hommes politiques vont d'abord rentrer à leur base. Il n'y a que une structure comme l'UNDP, dans sa taille, le RDPC, dans sa taille, qui n'ont pas l'obligation de rentrer dans leur base parce qu'ils ont vécu, il y a un construit, Oui. et il y a une diversité dans la représentation nationale. L'architecture Mais nationale. une architecture, qu'est-ce qu'on souhaite aujourd'hui? C'est qu'on migre. On reconnaît que vous sortez de quelque part, mais à partir de là, on va où? On va vers la nation. Comment on va vers la nation? Mais c'est là, Stéphane, qu'on s'entoure des qualités et des compétences qui nous permettent d'atteindre les objectifs. Donc on n'a pas reculé, on refuse de se parler en vérité. Maintenant qu'on choisit de se parler en vérité, parce que 2025, c'est un tournant, je vous ai dit d'entrée, c'est les états généraux de la démocratie au Cameroun, Oui. où on doit se dire la vérité, on doit se parler en face et se dire qu'est-ce qu'on recherche même. D'où la pertinence de votre question. Est-ce qu'on recherche des hommes politiques puissants et grands, ou alors on cherche des hommes qui sont capables de réfléchir et d'apporter des solutions aux problèmes des populations? C'est à ça que nous sommes rendus aujourd'hui. Et il ne faudrait pas qu'un plateau comme celui-ci, on se perde. Il faut qu'on dise la vérité. Rassurez-vous, Effectivement, on ne c'est ce se que nous perdra faisons. pas. Qu'on dise la vérité. Le colonel l'a rappelé, nous sommes là pour penser Cameroun. Quels sont les problèmes du Cameroun? Comment on peut les résoudre? Et qui est à même, dans son programme et son projet politique, de nous amener à résoudre ces problèmes-là? À partir de là, on s'oblige nous-mêmes à ne plus regarder Yaya Bello comme automatiquement du nord ou de l'extrême nord, Oui. mais comme un Camerounais qui a quelque chose à apporter au construit de la nation. Quand donc on s'élève à ce niveau-là, où il y a des tas, où il y a des avatars, on se parle. Parce que quand le grand frère Bidon le dit, moi j'ai les larmes aux yeux. Quand il dit, mais c'est pas ce qu'on a appris à l'école, mais ce qu'on voit sur le terrain. Et il est un homme de terrain. Il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il vit sur le terrain. Pourquoi donc ne pas réfléchir à concilier tout ça et maintenant à se dire, la vérité, elle est là. Mais à partir de cette vérité-là, comment on évolue? Maintenant, pour évoluer, ça va se retourner maintenant au niveau des populations. Il y a deux acteurs. Il y a l'homme politique Vous chutez, et il y a Jean les Moïse populations. Il faut que les populations elles-mêmes arrêtent de tribaliser la politique. Parce que vous voyez seulement les hommes politiques. Mais allez sur Facebook, attaquez Kanto, qui tombe sur vous. Allez sur Facebook, attaquez Cabral, qui tombe sur vous. Allez sur Facebook, attaquez Tiroma ou Bello, qui tombe sur vous. Parce que les populations elles-mêmes sont rentrées dans le jeu Oui. de la tribalisation de la politique. Il faut donc qu'il y ait un travail tous azimuts, de manière à ce que les hommes politiques, dans leur leadership, rappellent à tous les Camerounais que nous sommes là à votre service à tous. Et que les populations arrêtent de suivre le frère du village, mais le projet et le programme politique. Merci, merci Jean-Moïse Mbok. Je vais m'arrêter une minute pour cette contribution, puisque la personne déclare s'appeler Patrice Christ Guidjol, président du mouvement DDHP Oui. et candidat déclaré, c'est ce qui m'intéresse, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Et je déclare Chiroma, Belobouba et même Saint-Édouard ne sont pas des opposants, c'est un avis. Et C'est là le grand frère qui est sur le plateau. oui. Ah d'accord. Être opposant, c'est quoi? Non. Par exemple, Votre opposant, c'est quoi? votre panéliste qui a démissionné du PCRN pour rejoindre Issa Chiroma. Non, Bref, pour rejoindre l'UNDP. on va Ouais. s'arrêter là. C'est C'est une un homme condition. politique. Il est pas- candidat à la présidentielle, mais il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas le pays. Malheureusement. Docteur Badjek, Faut pas dire son nom deux fois. Docteur Badjek, j'espère que nous sommes encore ensemble. Alors, on va justement... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas Pas de repli. Pas de repli d'identité. Nous avons le régulateur qui est attentif dans la qui provocation. est attentif à ce qu'on dit sur ce plateau. Je suis plus bas. Faisons attention, cette loi bidon. Nous avons le régulateur qui nous suit de très près. Docteur Badjek, comment est-ce qu'on se positionne donc en termes de prospective? Il nous reste à peine 6 minutes, on va être bref, mais la réalité là, 2025 c'est bientôt. Comment est-ce qu'on se positionne
pour qu'il n'y ait pas les débordements qu'on ne souhaite pas voir arriver dans notre pays? Déjà, il faudrait avoir une période préélectorale qui soit la dimension du grand pays qu'est le Cameroun. Tout à fait. D'abord, la qualité de ceux qui veulent se présenter. Oui. Il y a des gens qui arrivent, qui ne connaissent rien du langage budgétaire, des mécanismes budgétaires, qui ne connaissent rien du Cameroun et qui se lèvent un beau matin, on veut être président du Cameroun. Non, cette sélection-là doit déjà intervenir. Oui. Deuxième sélection, il faudrait que chaque candidat puisse prêter serment sur le caractère de l'unité nationale de notre pays et le caractère national de sa candidature. Et ça, je dis que c'est très important parce que je décrypte plusieurs là, très rapidement. Il suffit seulement de voir la meute enragée qui les suit, n'est-ce pas, pour savoir de quel coin ils viennent. Et si les gens comprenaient bien le Cameroun et les mécanismes de budgétisation et de tout, de gestion même du Cameroun, on ne serait pas au balcon et se voir en même temps passer dans la rue. Oui. Parce qu'il y a des inepties que des gens sortent, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur temps. Vraiment, je ne vais pas être prétentieux et dire que je connais, mais quand même, il y a une petite approche humble qui consiste quand même à lire les choses de son pays. Vous comprenez? Oui. Donc quand ça va arriver et qu'on va se réduire à des candidats qui, à mon avis, pourront être sains, il ne faut pas confondre la démocratie à un rassemblement folklorique de gens parce que c'est la démocratie, tout le monde peut venir et dire que non, je suis candidat, je suis candidat. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que les deux éléments qui nuisent, n'est-ce pas, à la qualité de... Parce qu'on va arriver, hein, c'est après la convocation du corps électoral qu'on va commencer à voir pour qui, de qui on va suivre le bon discours, la bonne promesse pour qu'il y ait une relation, entre le peuple et le candidat. Merci docteur. En une minute, Yaya Bello, comment est-ce qu'on va vers une période préélectorale, puisque nous n'en sommes encore que là, à peser le corps électoral, je l'ai dit, devant être convoqué d'ici le 18 juillet. En une minute, le temps est achevé. En une minute, moi je pense qu'on doit aller avec sérénité et responsabilité pour tous les acteurs. Sérénité, pourquoi? Parce que les élections, ce n'est pas une catastrophe. Hein. Oui. Ce n'est pas un cataclysme qui est annoncé, non. C'est juste une période où le peuple choisit la destinée du pays pour 7 ans en se basant sur un programme et un leader, tout simplement. Maintenant, la responsabilité, le docteur, je continue dans la lancée du docteur Badjek pour dire que déjà les acteurs politiques, ils doivent être sérieux, responsables et savoir les enjeux qui sont en cours. Ce n'est pas des blabla. C'est quand je vois le message que vous avez lu tout à l'heure, quelqu'un qui dit être candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez ce qu'il raconte? Ça, c'est un manque de responsabilité. Maintenant, je dis aux populations, aux Camerounais qui nous suivent, si nous faisons la politique, c'est pour vous. Si j'appelle à construire une route quelque part, c'est pour que nous tous nous empruntions. Donc, vous aussi, ne soyez pas les acteurs, les spectateurs, mais soyez des acteurs aussi responsables en s'inscrivant sur les listes électorales et en s'apprêtant pour aller voter. Merci. Saint-Éloi Bidon, acteur politique, comment est-ce qu'on va vers une période électorale apaisée alors que l'on voit ce bouillonnement effervescent qui est en train de naître? En une minute, s'il vous plaît. Le président Biya aura une fois de plus utilisé la ruse, un exercice dans lequel il excelle. Moi, je suis de ceux qui pensent que le président aurait dû se retirer. Oui. Il aurait dû se retirer. Il n'a pas encore de façon explicite exprimé sa candidature. Je reprocherai toujours oui. à Issa Chiroma et à Bouba Bello d'avoir joué le jeu du maintien du président au pouvoir. Le président peut laisser sa place à un autre dans le RDPC que ça ne dérangera personne. Et au contraire, il aura rendu un grand service aux Camerounais. Merci, merci Saint-Éloi Bidon. Jean-Moïse Mbok, une minute. Comment est-ce que vous, acteurs de la société civile, préconisez justement cette marche vers la présidentielle qui s'annonce celle de toutes les sensibilités, de tous les dangers? Alors, il faudra que le régulateur, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, oui. ne se limite pas à rechercher les présentateurs des émissions de télévision comme Stéphane Barga pour montrer ses muscles.
Le colonel a parlé d'une dame qui a crié, qui a vociféré pendant 1 heure de temps après la démission du ministre Saturoma, mais c'est du venin qui est injecté dans la population. Et il faut sévir ce type de sortie sur les réseaux sociaux. J'aimerais que le régulateur se retourne vers les réseaux sociaux et qu'on montre aux Camerounais que tout le monde n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi sur les autres, que ce soit sur M. Biya, que ce soit sur M. Tiroma, sur M. Bello, sur M. Cabral Libi ou sur tous les autres. Il faudrait que les Camerounais apprennent à se respecter et savoir que là où ta liberté s'arrête, c'est là que la mienne commence. Donc le régulateur doit absolument aller aussi sur les réseaux sociaux et sévir. S'il ne le fait pas, c'est tout le monde qui va insulter tout le monde et on ne pourra pas aller de manière apaisée à ces grandes élections-là. Donc je me joins à ce que les autres ont dit pour les hommes politiques, pour les populations, mais il faudra que le régulateur vraiment sévisse de manière sérieuse, mais rigoureuse à ce genre de sortie, de manière à ce qu'un notre fou ne se lève pas demain pour dire qu'il a vu l'anatomie de X ou Y. Merci Jean-Moïse Mbok. On va préciser, c'est à l'endroit de ceux qui veulent tout de suite d'ores et déjà nous mettre une fatwa sur ce plateau, que nulle part sur ce plateau n'a été traité de bandit, quelqu'un qui a été élevé au statut de héros national. Il faudrait qu'en sortant, que cela soit bien intégré, parce que je vois ces communications qui nous viennent là et où on nous accuserait. Nulle part ça n'a été dit sur ce plateau. Je crois que c'était une boutade qui peut-être aurait servi à apaiser, mais nulle part, personne ne l'a pensé ou dit que Ernest Wandje sur ce plateau a été traité de bandit. Il n'a pas cité de nom, là, aucun nom n'a été cité. On va vous dire merci d'avoir abondamment réagi à ce qui était dit sur ce plateau. On va, au sein de World Actu, intégrer encore plus l'aspect Cameroun, puisque justement nous allons vers un moment important de la vie de notre pays. On va intégrer les questions internationales, mais avec ce regard acéré sur la présidentielle au Cameroun. Vous ne partez pas, les programmes d'Info TV se poursuivent. Rendez-vous samedi prochain, lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir. Une victoire sans appel.